Europe 1, 8h18, l'amiral Édouard Guillot, chef d'état-major des armées, est l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Amiral Guillot, merci d'être ici avec nous en direct. Bienvenue, bonjour. Bonjour Monsieur Elkabbach. L'opération au sol est-elle engagée? Oui, l'opération au sol, depuis quelques heures, est engagée. Nous avons renforcé les troupes que nous avions, qui venaient d'ailleurs à l'origine de toute la zone. Des renforts continuent d'arriver de France et maintenant nous sommes sur le terrain. Est-ce que ça veut dire que les soldats français se trouveront ou se trouvent au contact dans des combats qui vont avoir lieu face à face avec les djihadistes? Dans les heures qui viennent, mais je ne suis pas capable de dire si c'est dans 1 heure ou dans 72 heures, oui, bien sûr, nous combattrons directement. Mais actuellement, ils cherchent à disparaître de jour et de nuit, je pense, de votre champ de vision. Ils cherchent à se replier. Est-ce que vous allez les chercher partout où ils se cachent? Nous sommes là en soutien et non pas en substitut des forces armées maliennes. Et avec les forces armées maliennes, ce qu'il en reste, il en reste quand même. Oui, nous allons effectivement aller les déloger dans les endroits où ils se trouvent. Au passage, vous dites l'armée malienne va y participer. C'est nous devant, eux derrière? Non, c'est nous, les uns à côté des autres, bien sûr. Et les Maliens sont en mesure de se battre? Certaines unités, elles l'ont montré à Konna, elles se sont bien battues à Mopti par exemple. Oui, sont parfaitement capables de le faire. D'autres, c'est plus difficile. Amiral Guillot, quand les djihadistes s'installent dans une ville, une petite ville au milieu des civils, comment vous pourrez les déloger selon votre mot? Les djihadistes, quand ils s'installent dans une ville, d'abord terrorisent la population et d'une certaine façon ont tendance à utiliser la population comme des boucliers humains. Et donc, comme vous le savez aussi, nous refusons systématiquement de faire prendre des risques à la population civile. Dans le doute, nous ne tirons pas. Donc nous passerons à côté et nous les isolerons. C'est-à-dire vous les encerclerez? Oui, absolument. Oui. Et si vous voulez cette image, oui. Oui, ça veut dire que vous avez donné l'ordre dans ces cas-là de ne pas tirer. Ah, ce sont les ordres du président de la République, c'est très clair. C'est la montée donc en puissance. Est-ce qu'elle va continuer des jours, des semaines, je ne sais pas, des mois, quelques mois? Non, c'est une question de jours. La montée en puissance n'était effectivement pas terminée. Des unités viennent de France en ce moment. D'autres unités venaient de nos forces prépositionnées en Afrique. Mais c'est vraiment une question de jours, ni de semaines et encore moins de mois. Cette guerre commence. Je me souviens qu'ici, vous aviez prévu que Kadhafi tomberait entre 6 et 12 mois. Ça a été 8 mois. Cette fois, quelle fourchette de temps vous donnez, Amiral Guillot? J'aimerais pouvoir vous donner une fourchette de temps, mais la situation est extrêmement différente. Il y a 3 phases très différentes. La première phase, c'était, et c'est celle pour laquelle nous avons été appelés à l'aide par le gouvernement du Mali, de stopper l'offensive des groupes terroristes sur Bamako. C'est ce qui est en cours. La deuxième phase, c'est d'aider les forces armées maliennes et l'État malien à retrouver l'intégrité de son territoire et sa pleine souveraineté partout. La troisième phase, c'est bien sûr la stabilisation. Nous sommes là pour aider les armées maliennes. Des mois, des mois, des mois? Non, je pense que ce sera, j'espère, un peu plus rapide pour la première phase. Pour la deuxième et la troisième, c'est quelque chose qui me dépasse. À Abu Dhabi, le président de la République a déclaré hier qu'entre le nord et le sud du Mali, il n'y a pas de frontière. C'est-à-dire que les soldats vont partout, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, avec l'objectif de libérer Tombouctou et ce qui est autour. C'est ça? Mais bien sûr, le Mali est un État unique. Et donc, nous soutenons les forces armées maliennes qui représentent un État unique. Et donc, nous serons avec elles où elles seront. Est-ce que les forces et les frappes aériennes ont été efficaces? Qu'est-ce que vous avez détruit? Est-ce que vous avez vraiment affaibli ces types dont on nous dit qu'ils sont 1500, 3000 et qui résistent à la 5e puissance du monde? Oui, ou qui semblent résister à la 5e puissance du monde? Ça n'est pas un conflit dit symétrique comme on a pu le connaître au XIXe siècle ou au début du XXe, bien sûr. C'est plus un conflit de type guérilla, auquel d'ailleurs nous sommes habitués dans ce genre de région. Ce que nous avons détruit, c'est 2 types de cibles. Des cibles fixes, c'est-à-dire des camps d'entraînement, des dépôts logistiques, des centres de commandement, par exemple, comme à Douentza ou à Gao. Est-ce qu'il est vrai qu'ils avaient des blindés? Ils ont récupéré des blindés, les groupes terroristes avaient récupéré des blindés face aux forces maliennes. Nous en avons détruit la nuit dernière, la nuit qui vient de se terminer, nous en avons détruit une partie avec nos hélicoptères et nos avions. Est-ce qu'il est vrai, Amiral Guillot, que les mercenaires maliens qui servaient Kadhafi sont rentrés chez eux avec des armes très sophistiquées et très meurtrières, des missiles solaires, des lance-missiles, que sais-je? Historiquement, le colonel Kadhafi a beaucoup utilisé des Touaregs d'origine malienne pour compléter son armée régulière. Quand le régime du colonel Kadhafi s'est effondré, ces Touaregs sont revenus au Mali
mais avec leurs armes, et donc avec leurs 4x4 et avec effectivement certaines armes antiaériennes. Les Français comprennent mal, enfin, dans l'opinion. On leur répète avec une certaine satisfaction que les soldats français sortent d'Afghanistan. Et au même temps, les soldats français entrent au Mali. C'est une coïncidence qu'évidemment personne ne peut maîtriser, mais je rappelle que là encore, c'est au nom de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire la demande d'assistance en cas d'extrême urgence, que la France est intervenue au Mali en ce moment. Ce qui nous frappe, c'est que la plupart des Européens et des Américains félicitent en ce moment le courage des Français. Ils vous prêtent des avions de transport, des ravitailleurs de la logistique. C'est bravo pour ce que vous faites, mais faites-le pour nous. Pour l'instant, nous sommes les seuls. Si le président du Mali, le président Traoré, fait une demande d'assistance, toujours au nom de cet fameux article 51, auprès d'autres pays, je pense que certains autres pays accepteront de venir. Amiral, je viens de recevoir une dépêche. Les rebelles Chebab de Somalie disent avoir condamné à mort l'otage français, c'est-à-dire l'homme de la DGSE. Première question, comment vous réagissez à chaud? Et deuxièmement, il était donc vivant? Comme vous le savez, nous soupçonnons, et nous n'avons, je crois, pas tort de le faire, les Chebabs somaliens de pratiquer de la manipulation médiatique. Nous n'avons aucun élément, depuis le raid de vendredi soir, sur le fait que Denis Alex, puisque tel est son nom, sur le fait que Denis Alex soit vivant. Nous pensons qu'il est vraisemblablement mort. Donc ils trichent, ils racontent qu'ils condamnent à mort quelqu'un qui est déjà mort et qu'ils ont probablement tué. Mais c'est une technique qu'ils ont déjà utilisée dans d'autres affaires qui ne nous concernaient pas. Mais pourquoi vous dites que vous ne les croyez pas à ce propos-là? Est-ce que vous avez des preuves qu'ils ont triché, par exemple, en montrant le soldat l'autre jour d'une manière... Je préférerais ne pas m'exprimer. Même s'il reste une chance d'espoir, je ne veux pas la tuer. À propos des otages, officiellement, l'État ne négocie plus, parce que vous négociez quand même. Non. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec les différents ravisseurs des otages français? Comme toujours dans les affaires de prise d'otages, même si ce n'est pas directement de ma responsabilité ou de celle des armées, il y a des intermédiaires, des contacts. Mais là encore, ce ne sont pas les armées françaises qui sont en charge. À ma connaissance, il n'y a pas de contact. Est-ce que, Amiral Guillot, l'état de guerre donne plus ou moins de chances de retrouver vivants nos otages? Je pense que cet état de guerre va amener les preneurs d'otages à réfléchir. Et je pense que cela n'a pas d'impact négatif sur la situation actuelle de nos otages. Et est-ce que vous renoncez à des opérations commando pour les récupérer? Parce qu'il y a des parents qui vous disent allez-y, d'autres qui vous disent surtout n'y allez pas. Chaque cas est différent et l'ensemble, je dirais, des critères doit être pris en compte, la faisabilité, le fait qu'on a épuisé toutes les autres voies, éventuellement l'état physique de l'otage si on arrive à le connaître. Donc il n'y a pas de règle. Le président de la République, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, merci de répondre. Et vous-même, vous avez dû anticiper, organiser une offensive de cette envergure, ces opérations. Mais quelle est la part de préméditation et celle d'improvisation? Il n'y a ni préméditation ni improvisation. Pas de préméditation parce que la France et aucun des deux présidents de la République qui sont succédés récemment et donc qui ont eu à traiter des affaires du Sahel n'a jamais envisagé de gaieté de cœur d'aller monter une opération. Pas d'improvisation non plus, à l'inverse, parce que nous voyons bien que depuis plusieurs mois, la situation se dégradait, et donc c'est mon devoir de chef militaire de prévoir un certain nombre de plans au cas où ce cas s'est produit jeudi dernier. Donc vous y pensiez depuis peut-être Nicolas Sarkozy et tout de suite après l'arrivée de François Hollande. Exactement. Et il y a deux mots qui sont utilisés qui rappellent l'ère coloniale. Un, la reconquête. Est-ce que c'est notre objectif, reconquérir? Non, nous n'avons pas à conquérir et encore moins à reconquérir. Nous sommes là pour assister un État souverain à retrouver la pleine intégrité et la pleine souveraineté de son territoire. Le deuxième mot, occupation. La France n'occupera pas? Non. Comme vous le savez, les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO ont décidé de créer une mission qui s'appelle la Mission internationale de soutien au Mali. Réponse, on occupe, on n'occupe pas. On s'en va. Dès que c'est possible, on s'en va. Bien sûr. Vous avez travaillé au service auprès de 3 présidents de la République. Vous avez connu 4 ou 5 guerres, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Dans une situation de guerre, est-ce qu'il y a des différences ou des ressemblances de comportement entre eux?
J'ai eu l'honneur de servir sous 3 présidents de la République. Ils ont tous un point commun. Face à des situations difficiles, et les situations militaires sont rarement simples et rarement faciles, j'ai toujours vu des hommes qui consultaient, réfléchissaient, décidaient et me donnaient des directives claires. Et pour un chef militaire, avoir des directives claires, c'est donner des ordres clairs sur le terrain, et c'est ce qui garantit le succès des armes. Lequel hésitait le plus? Aucun des 3. Aucun des 3. En tout cas, merci, parce qu'en plus, vous dites beaucoup, mais vous ne pouvez pas tout dire. Ça, on le sait. Monsieur le chef d'état-major des armées, merci, vous reviendrez à Europe. Et la réalité de ces opérations, vous savez ce que c'est. Merci, et vous l'avez montré. Merci à l'amiral Édouard Guillot, chef d'état-major des armées. Merci beaucoup à vous, Jean-Pierre Elkabbach. À demain.